présente nos 4 conférenciers que Anne-Gaëlle Duvauchel, à ma gauche, a réunis pour notre plaisir ce soir. Nous avons Yves Lignon, qui est universitaire, professeur de mathématiques, écrivain et spécialiste de parapsychologie. Marc Menou, universitaire aussi, maître de conférences en sciences économiques à l'université de Toulouse 1, qui est un ancien collaborateur d'Yves Lignon. Enfin, je crois qu'ils ont travaillé ensemble. Ancien collègue, pardon. Excusez-moi du terme. Et puis Jean-Jacques Rouche, journaliste de la Dépêche, enfin ancien de la Dépêche aussi, et écrivain éminent, dont ils auront l'occasion de nous présenter un petit peu leur livre, j'espère, qui se trouve à l'entrée, dans le petit hall d'entrée de l'auditorium. Sur ce document, j'ai pas eu les photos de tous les livres, alors je m'excuse auprès de certains qui sont peut-être un peu frustrés. Là, j'ai La pierre noire de Bugarache, version anglaise, version française, ancien modèle, et je crois que vous avez la version française avec la couverture noire. La deuxième édition, on l'a mise. Alors, c'est un livre, je peux en dire un tout petit mot? Oui. Tu m'autorises? C'est un roman, une enquête policière qui présente donc des événements qui sont censés se passer à Bugarache, mais qui montre aussi, au travers de cette enquête, comment une rumeur peut évoluer, quelles peuvent être les motivations sous-jacentes des individus qui font avancer cette rumeur. C'est assez intéressant pour ça. T'es d'accord? Oui. Et alors, je suis une des co-auteuses de ce livre. Ah oui, pardon. D'ailleurs, Maurice Coquin, qui est là-bas à la porte, est le deuxième auteur. Le monsieur avec les cheveux blancs, qui veut ressembler à un gourou, c'est le frère de Bugarache. Ah oui, c'est bien. On lui a demandé de faire exprès de s'habiller comme ça, pour que ce soit plus crédible. Et puis une troisième, qui n'est pas là, qui s'appelle Prévost. Voilà, on a conçu tous les 3 cette histoire. Alors, pour Yves Lignon, j'avais... Quand on cherche des infos sur quelqu'un, il suffit d'aller vers Wikipédia, mais je ne peux pas sortir ma page parce que Internet ne marche pas. Donc, je suis un petit peu court, mais je sais que Yves Lignon s'est intéressé à la parapsychologie. Il a créé un laboratoire de parapsychologie associé à l'université. Vous me dites que j'ai fait des erreurs. Qui a été à une époque subventionné par le conseil scientifique. Ah. Mais c'est tout. D'accord. Vous avez essayé de mettre au point une technique expérimentale pour mettre en évidence des phénomènes paranormaux, c'est ça? Oui, mais je n'aimerais pas trop en parler parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Je vais faire comme tout le monde. Alors, je renvoie à mon livre Parapsychologie, le dossier, aux éditions Les Trois Orangers. Et puis, en définitive, Yves Lignon vient d'éditer un livre qui est une enquête à Toulouse sur Georges Labitte, ça. Et il a eu l'excellente idée de mettre comme détective, devinez qui, Sherlock Holmes et son adjoint, le docteur Watson. Donc ces 2 personnages évoluent dans notre ville pour enquêter. Comme par hasard, ils passent, devinez où, ils passent à Rennes-le-Château, je crois. Bon, je ne sais pas, là on va peut-être être un peu plus long. Donc Georges Labitte, celui du musée, est mort apparemment mystérieusement. En réalité, il y a sans doute mystère que parce que la famille n'a pas à l'époque donné les causes de la mort. Et donc, c'est autour de la mort de Georges Labitte que Sherlock Holmes vient enquêter à Toulouse. Et qui sait, Georges Labitte connaissait peut-être le secret de Rennes-le-Château. Mais c'est un roman toulousain. C'est un roman qui veut rendre hommage à la ville dans laquelle je vis et je travaille depuis plus d'un demi-siècle. Bon, et ensuite Jean-Jacques Rouche, donc journaliste, écrivain historique, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Jean le Cagot, qui a été nominé, comme ça qu'on dit, à Blois. C'est le nom exact de la manifestation. Ben, c'est le prix national du roman historique à Blois. Voilà. Ouais. Un de ces trucs qu'a monté Jack Lang qui marche tout le temps. Voilà, qui est vraiment... Alors moi, si vous voulez, moi je suis historien de formation et après mon métier, je me suis intéressé non pas à des histoires mystérieuses, mais des histoires oubliées et qui deviennent mystérieuses parce qu'elles sont oubliées. Et là, bon, dans ce bouquin, je parle des cagots. Je ne sais pas si ça dit
quelque chose à quelqu'un, l'histoire des cagots, l'histoire oubliée, pourtant terriblement prégnante dans notre région. Je rappelle ça, comme j'ai rappelé aussi dans un précédent, l'histoire du safran, puisque le pastel a tellement fait gagner d'argent à cette région qu'on a oublié que juste avant le pastel, il y a eu la période très florissante du safran. Vous voyez, donc des histoires oubliées qui, à force d'oubli, deviennent mystérieuses. Voilà. Merci. Mais ce soir, je serai surtout en tant que journaliste pour m'intéresser à ce phénomène et pour parler un petit peu de ce phénomène extraordinaire qui est la rumeur et le buzz et l'activité journalistique autour de tout ça, quoi. Mais enfin, c'était bien normal qu'on parle un petit peu de ce livre. Hein. Bon, j'avais même un petit résumé qu'il présentait, et la couverture du livre. Hein. Est-ce que tout le monde sait où est cette montagne de Bugarach? Parce qu'on on l'a pas situé. Hein. Une carte. Hein. Au sud de Limoux. Elle est effectivement sud-est. de Limoux, hein. Et au sud de Limoux, si vous descendez tout droit, vous descendez sur Quillan, hein, vers les Pyrénées. Et après, si vous allez complètement à l'est, vous allez vers la Méditerranée, avec Saint-Paul-de-Fenouillet, ça débouche au nord de Perpignan. Et au-dessus de cette ligne horizontale qui va vers la Méditerranée, vous avez une vallée parallèle qui est assez profonde, qui mène à Cucugnan. Et entre les deux vallées, il y a les gorges de Galamus qui permettent de passer de l'une à l'autre. Et c'est sur cette deuxième vallée que se situe la montagne de Bugarach, qui est le plus haut sommet des Corbières et de l'Aude, 1320 mètres, et qui est presque sur le méridien dit de Paris. Et elle avait servi à l'époque à mesurer. Donc c'est un sommet, le plus haut sommet des Corbières. Et c'est donc, vous allez voir, une montagne magnifique. Ça, c'est un vitrail qui représente la roue de la fortune et qui se trouve dans l'église de Bugarach. Il est quand même extrêmement curieux de trouver ce signe qui est, je crois que c'est le 11e ou le 10e signe du tarot, et qui représente une roue de la fortune, mais d'ailleurs il manque un personnage. Et c'est étrange, c'est très rare d'en trouver dans les églises. Et en même temps, oui, ça représente un cycle. Donc on est dans un phénomène où on dit qu'on est à la fin d'un cycle, que les Mayas ont prévu des cycles, etc., que c'est la fin d'un cycle qu'on connaît. Et voilà, donc il y a des résonances assez... Personne ne sait qui a pu inspirer la présence de cette... Donc vous voyez que même France Culture a donné dans le buzz, puisqu'elle pratique des émissions sur ce sujet. Voilà. Et donc Canal+ va faire une chaîne permanente pendant 8 jours à Bugarach. La Sci-Fi, la chaîne sur satellite de science-fiction Sci-Fi, va faire une chaîne non-stop autour du 21 décembre. En s'installant, il paraît qu'ils vont faire des décodeurs à tous les habitants de Bugarach. Et ça va être en direct de la Fête du Monde. Arte va préparer aussi quelque chose qu'ils vont diffuser. Donc la plupart des chaînes de télévision vont se préparer à zoomer le 21 décembre sur ce phénomène de Bugarach. Alors là, c'est une séquence qui dure longtemps, mais je vous montre juste le départ. Cette séquence doit faire peur, hein. Vraiment, c'est la fin du monde. C'est qui a fait toute une émission qu'il a diffusée plusieurs fois sur le catastrophisme de la C'est une partie des tirages que j'ai fait. Donc là, ce que vous avez, c'est les voyantes participent au buzz, au passage. Quand on parle du mauvais génie. Ouais. Le calendrier Maya, évidemment, est mis en question constamment dans cette fin du monde. C'est la fin d'un cycle, ce que tu évoquais. Bonsoir. Et si l'humanité, si la Terre n'avait plus qu'un an à vivre, si nous étions en train de profiter de nos dernières heures avant une destruction inéluctable et programmée depuis longtemps? La fin du monde a souvent été annoncée, mais aujourd'hui, la rumeur revient plus forte que jamais, à cause d'une date qui suscite tous les fantasmes, toutes les conjectures, toutes les rumeurs, l'année 2012. Un jour précis et même régulièrement cité, le 21 décembre 2012. Je pense que c'est de la pure fantaisie que des fins du monde d'annoncer. Bon, vous avez vu qu'il y a une énormité de documents. Eh bien, nous donnons la parole aux invités, puisque vous le réclamez, vous avez tout à fait raison.